Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de représenter et de remplacer le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est retenu avec le Président de la République, mais qui aurait souhaité pouvoir être avec vous et qui m'a chargé de vous transmettre ses excuses pour cela. Et donc j'ai le plaisir de venir répondre à votre audition. Je sais que vous avez déjà mené un certain nombre de travaux d'audition importantes, notamment de la DLPAJ et de la DGSI, qui ont pu apporter, je pense, un certain nombre de réponses concrètes, parfois techniques d'ailleurs. Et c'est en tout cas avec solennité et un sens aigu de la lourde charge qui nous incombe au ministre de l'Intérieur et à moi-même, j'ai l'honneur de venir aujourd'hui vous présenter le projet de loi de prévention des actes de terrorisme et au renseignement. Et je crois que ce travail, cette loi, cette solennité dans ce travail, nous les devons aux vies qui ont été fauchées à jamais, aux victimes du terrorisme qui ont été atteints dans leur chair, dans leur âme, à tous les Français finalement qui savent que la logique mortifère peut frapper à tout moment sur notre sol, tant la menace terroriste reste élevée, chacune et chacun en a bien conscience ici. Et donc il me semble que c'est un projet de loi qui collectivement nous oblige, un texte indispensable pour l'activité des femmes et des hommes qui luttent chaque jour contre la menace terroriste, qui concilie moyens opérationnels au service de la lutte antiterroriste et garantie au service des libertés individuelles. C'est un projet de loi, je tiens à le rappeler, qui n'est pas guidé par l'émotion, mais qui a été vraiment mûrement travaillé, pensé, réfléchi, avec une ligne directrice claire, renforcer les moyens de la lutte antiterroriste, tout en renforçant les garanties qui entourent la mise en œuvre des dispositifs opérationnels que nous vous proposons de voter. Et donc c'est un projet de loi qui pérennise l'équilibre entre efficacité de l'action terroriste, préservation de ses libertés, qui a été atteint en 2015, en 2017, par l'adoption des lois renseignement du 24 juillet 2015 et en renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 1er novembre 2017, dite loi SILT. Depuis 2017, très conscient de la prégnance de la menace terroriste, le gouvernement a œuvré au renforcement des dispositifs de lutte contre la menace terroriste, renforcement des moyens humains, budgétaires, juridiques, au profit de l'ensemble des services de renseignement, des forces de sécurité, des magistrats qui mènent un combat sans relâche. Le 1er novembre 2017, l'état d'urgence prenait fin et les dispositions de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, sont entrées en vigueur avec effet immédiat. Et je tiens à dire qu'elles ont permis, dans le cadre d'une sortie maîtrisée de l'état d'urgence, elles ont permis aux services spécialisés de pouvoir continuer à disposer de leurs besoins. D'abord, mettre en place des périmètres de protection afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement. Depuis le 1er novembre 2017, 617 ont été mis en place, aucun n'est actif à ce jour. Ensuite, procéder à la fermeture des lieux de culte dans lesquels se tiennent ou circulent des idées, des propos, théories incitant à la commission ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme. Depuis le 1er novembre 2017, 5 lieux de culte ont été faits fermer suite à cette loi. Édicté également à l'encontre d'individus qui présentent un niveau de menace caractérisé pour la sécurité et pour l'ordre public, des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les MICAS. Depuis le 1er novembre 2017, 452 mesures, 73 en vigueur à ce jour. Et enfin, sollicitation du juge judiciaire, l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire du lieu fréquenté par de tels individus. Là encore, depuis le 1er novembre 2017, 481 visites, dont 304 depuis l'attentat contre Samuel Paty, et à des saisies 256 depuis le 1er novembre 2017. En raison du caractère novateur de ces mesures, qui accroissent tant les pouvoirs de police que de l'autorité administrative, vous aviez souhaité, dans un premier temps, pouvoir limiter au 31 décembre 2020 la durée d'application des 4 dispositions précitées de la loi SILT qu'il vous est proposé de pérenniser. Alors vous le savez, le gouvernement avait, au moment du premier trimestre 2020, saisi le Conseil d'État d'un projet de loi visant à pérenniser les mesures, mais l'émergence de la crise sanitaire l'a finalement conduit, pour permettre la tenue d'un débat parlementaire serein, à présenter le 17 juin 2020 en Conseil des ministres un nouveau projet de loi visant à proroger ces mesures. Et la loi du 24 décembre 2020 a été reportée au 31 juillet 2021, la fin de la durée d'application des mesures issues de la loi SILT. Et au 31 décembre 2021, la technique de renseignement algorithme est une menace évolutive mais toujours élevée. Depuis janvier 2017, la France a subi 14 attentats terroristes islamistes dits aboutis, 3 en 2017, 3 en 2018, 1 en 2019, 6 en 2020, 1 en 2021,
qui ont causé 25 morts et 83 blessés. Mais je voudrais rajouter que les services sont parvenus à en déjouer 36, 20 en 2017, 7 en 2018, 4 en 2019, 2 en 2020, 3 en 2021. Donc le travail d'anticipation, le travail de détection, le travail d'identification des vecteurs de la menace est d'autant plus complexe que nous sommes maintenant confrontés à des profils protéiformes, sympathisants de la cause djihadiste, détenus radicalisés en prison, sortant de prison, condamnés pour terrorisme, individus au profil psychologique, disons, perturbés, jeunes individus et enfin, de plus en plus, les individus isolés, sans ancrage, dans aucun réseau, inconnus des services, ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, personnes qui se radicalisent seules dans une forme d'autonomisation de la menace. Et donc la totalité des passages à l'acte depuis les attentats de novembre 2015 ont été commis par des individus n'ayant jamais séjourné sur zone syro-irakienne. Sur les 9 derniers attentats commis, aucun des auteurs d'attentats n'était connu des services de renseignement. Les services sont donc désormais placés au défi de détecter les nouvelles menaces dont les auteurs et les modes opératoires ne sont pas connus et ne peuvent par définition pas faire l'objet d'une surveillance ciblée a priori. Et nous nous devons de leur offrir les dispositifs juridiques idoines à cette fin. Alors le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a présenté ainsi, je le redis en son nom devant vous, ce projet de loi, c'est un triptyque humain, technologique, éthique. Humain en ce qui se concentre sur des profils sur lesquels notre vigilance doit être accrue, sortant de prison condamnés pour terrorisme, les individus, je le disais, au profil dit psychologique perturbé, les individus qui recourent de plus en plus à des applications autres que les communications téléphoniques classiques qui étaient déjà connues par les services de renseignement, et puis technologique en ce que ce projet de loi adapte les techniques de renseignement à l'évolution des comportements des individus, vecteurs de menaces, et complète ces techniques pour faire face à ces besoins nouveaux qui s'adaptent à la technologie qui évolue. Les enjeux éthiques, en ce que ces pérennisations et évolutions sont entourés de garanties vraiment renforcées dans le strict respect des libertés individuelles. Donc je tiens à insister sur ce point, ce projet de loi, ce n'est pas un point de bascule. Bien au contraire, il s'inscrit vraiment dans la dynamique dont nous avons régulièrement rendu compte. C'est ainsi qu'il propose d'abord de pérenniser les dispositions issues de la loi SILT. Je pense au périmètre de protection, fermeture de lieux de culte, MICAS, visite domiciliaire et saisie, mais aussi à les modifier et les compléter, grâce notamment à la possibilité de fermer des lieux de culte, dépendant d'un lieu de culte, pour éviter justement que ces lieux ne soient utilisés par les associations gestionnaires du lieu de culte dans le but de faire échec à sa fermeture. L'interdiction faite à une personne sous surveillance administrative de résider dans un périmètre géographique déterminé, de paraître dans un lieu dans lequel se tient un événement soumis par son ampleur ou sa nature à un risque terroriste particulier. La possibilité pour les personnes sortant de prison condamnées pour des faits de nature terroriste à une peine d'au moins 5 ans ferme ou 3 ans en récidive. La possibilité donc d'allongement de la durée maximale des mesures de surveillance de 1 à 2 ans. La création vis-à-vis des mêmes personnes d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion susceptible de se cumuler avec ces mesures de surveillance administrative. Toutefois, afin de compléter les outils de prévention des actes de terrorisme, le projet permet à tous les préfets et aux services de renseignement d'être destinataires des informations relatives à la prise en charge psychiatrique d'une personne qui représente par ailleurs une menace grave pour l'ordre public en raison de sa radicalisation. Le projet de loi propose ensuite de pérenniser et d'adapter des outils à disposition des services de renseignement. À cette fin, le projet de loi entend pérenniser la technique de renseignement dite de l'algorithme. Il apporte en outre des adaptations aux dispositifs existants, élargissement des URL des données susceptibles d'être recueillies par le biais de la technique de l'algorithme et de celle du recueil en temps réel, élargissement des possibilités de concours des opérateurs de communication électronique, ce qui était attendu, augmentation de la durée d'autorisation de la technique de recueil des données informatiques, et il crée plusieurs nouveaux dispositifs,
la conservation des renseignements aux fins de recherche et de développement, le développement et l'interception des correspondances échangées par des voies satellitaires. Et le projet de loi se propose ensuite de fluidifier, tout en les encadrant, les échanges de renseignements et d'informations entre les différents services de renseignement. Et puis, dernier point, avant de conclure, dernier point indispensable aux services de renseignement et d'enquête, il tire les conséquences de la décision du Conseil d'État du 21 avril, French Data Network, quant à la conservation généralisée des données de connexion. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les rapporteurs, le gouvernement dans son ensemble est pleinement mobilisé sur ce texte. Je suis à votre disposition jusqu'à 19h30, me semble-t-il, pour répondre dans la mesure du possible aux questions que vous souhaiterez nous poser sur ce sujet. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je vais donner la parole tout de suite à monsieur Marc-Philippe Daubresse. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, bonjour. Et mes chers collègues, bien sûr. Avec Agnès Canayer, nous avons travaillé ce texte. Bon, nous, sur la partie prévention des actes de terrorisme, évidemment que nous voulons vous accompagner dans un arsenal qui soit le plus efficient possible, tout en respectant les règles de droit. Ce qu'on peut regretter, c'est que le 22 octobre dernier, lors de la commission mixte paritaire qui a déjà traité de ce problème, vous n'ayez pas retenu la plupart de nos observations, puisque finalement, le texte que vous nous amenez, à quelques exceptions près, je reviendrai sur la question des MICAS, est celui que nous vous proposions le 22 octobre dernier. Donc on ne va pas être contre des choses qu'on proposait, mais on a quand même perdu, de mon point de vue, 8 mois. Et les choses n'ont pas significativement changé en matière de terrorisme depuis. La première question que je voudrais vous poser, c'est que le parti pris du gouvernement a été, et on peut le comprendre, de renforcer, vous l'avez dit vous-même, l'arsenal des MICAS. Et donc d'augmenter en particulier la durée de ces MICAS. Après, sur l'extension d'un certain nombre de possibilités en matière de MICAS, on peut évidemment convenir de l'utilité du dispositif, mais nous sommes, je ne vous le cache pas, je l'ai dit à la DLPAJ et encore hier soir, très inquiets sur la constitutionnalité de cet article 3. Parce que, par une jurisprudence de 2018, le Conseil constitutionnel a clairement dit qu'il refusait d'étendre au-delà d'1 an, et il a été tellement précis qu'il a dit dans une phrase suivante que, quelle que soit la gravité des faits qui justifieraient la mise en place de MICAS pour des individus qui présentent des risques. Bon, excusez-moi de vous dire comme ça, Madame la Ministre, mais vu l'arrêt du Conseil constitutionnel sur la loi sécurité globale, dont on peut dire quand même qu'il a durci sa jurisprudence par rapport au mois précédent, on ne peut pas penser que le Conseil constitutionnel va adoucir. Donc le fait que vous choisissiez un parti pris qui vise à renforcer les outils dont dispose l'autorité administrative par rapport à l'autorité judiciaire, donc l'article 5, où vous présentez des mesures intéressantes en matière de sûreté pour les personnes qui sortent de prison, qui évidemment avec des mesures de sûreté n'ont pas une double peine, on en avait largement parlé, et Madame Yon Privé à juste titre avait dit, et le ministre Darmanin aussi, qu'il y avait des trous dans la raquette, donc il fallait faire face. Et nous, vous le savez, puisqu'il y a une dizaine de jours, le président François-Noël Buffet a présenté une proposition de loi qui, elle, est beaucoup plus complète en termes d'arsenal et d'outils sous l'autorité judiciaire. Et nous pensons que nous serions plus efficients parce que vous courez le risque, excusez-moi de le dire, et je ne suis pas alarmiste en le disant, on a quand même consulté un certain nombre de juristes là-dessus, d'une censure du Conseil constitutionnel sur l'article 3. Donc, ma question est... Si vous arrivez à une censure du Conseil constitutionnel, ne pensez-vous pas qu'il serait quand même opportun d'avoir à l'article 5 une mesure de sûreté plus complète que celle que vous proposez? Ensuite, à l'article 6 sur la psychiatrie, nous n'avons pas de problème majeur là-dessus. La question, c'est qu'attendez-vous de cet article en matière d'amélioration de l'information des services
sur les personnes dangereuses et radicalisées suivies en psychiatrie, et quelles sont les mesures qui vous semblent nécessaires pour renforcer les liens entre les soignants et les services. Après, je voudrais juste vous dire que sur la mesure qui va un peu au-delà de ce qui existe aujourd'hui en matière de fermeture de lieux de culte, la rédaction telle que vous la proposez mériterait, de notre point de vue, d'être un peu plus précise, et que nous ferons des amendements là-dessus en séance. Je ne vais pas aller plus loin parce que ma collègue a beaucoup de choses à vous dire sur le renseignement. Merci, M. Daubresse. Mme Canayer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors effectivement, ce projet de loi sur la partie renseignement vise à donner à nos services de la communauté française du renseignement les moyens optimums pour répondre aux divers enjeux, à commencer par un enjeu conjoncturel, vous l'avez cité, c'est l'évolution de la menace que l'on voit aujourd'hui passer à une menace individualisme, autonomisée, comme vous l'avez justement dit, des enjeux temporels puisque des techniques, notamment les techniques de l'algorithme, sont autorisées à titre expérimental jusqu'au 31 décembre prochain, d'où la nécessité aussi de répondre à cette urgence du temps. Et puis des enjeux juridiques, puisque la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne en octobre dernier et du Conseil d'État plus récemment dans l'arrêt French Data Network nous oblige aujourd'hui à prendre en compte ces nouvelles obligations concernant notamment la conservation des données. Donc l'objectif est effectivement d'adapter les outils, de les pérenniser, de les renforcer en prenant en compte les nouvelles technologies pour donner aux services du renseignement tous les moyens de faire face à cette évolution de la menace et de déjouer le maximum de risques sur notre territoire. Alors sans rentrer dans le détail assez technique des dispositions relatives au renseignement, j'ai quand même quelques questions, notamment concernant l'article 16 qui porte sur l'échange des renseignements entre services et aux services. L'échange de ces informations est nécessaire pour permettre la fluidité de l'information entre les services du renseignement, notamment du premier cercle et avec ceux du second cercle. Néanmoins, ça repose sur la nécessité de sécurisation des réseaux de communication et on aimerait savoir où le ministère en est dans ces réformes et ce renforcement de la sécurisation des réseaux. Avez-vous des projets pour rendre plus fluide cette transmission des renseignements entre services? Deuxième question, ça concernera l'article 15 qui soulève un certain nombre de difficultés. Alors on sait bien que cet article est contraint, il est contraint par la jurisprudence que j'ai citée de la CJCE et du Conseil d'État sur la conservation des données et que ces dispositifs transposent la ligne de crête qui nous a été ouverte par les membres du Conseil d'État. Néanmoins, on aurait besoin d'avoir un peu d'éclairage parce que ça suscite beaucoup de réactions de la part notamment du monde judiciaire, mais qui est basé évidemment sur celui du renseignement, sur cette notion de criminalité grave qui semble susciter un certain nombre de réactions, notamment pour l'accès aux connexions, aux données de connexion. Et enfin, ma troisième question, elle est encore plus technique, mais elle concerne un sujet important qui est celui de cryptage des données sur Internet. Et on se pose la question de savoir si cela doit faire l'objet d'une régulation tant au niveau national qu'international ou européen. Merci. Merci, Madame Canayer. Monsieur Bas a la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'ai deux questions. D'abord, comme vous le savez, le Sénat avait travaillé sur les 4 dispositions temporaires de la loi de sécurité intérieure qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2020, avait mis sur la table ces propositions. Celles-ci n'ont pas été reprises à l'époque par le gouvernement et il a fallu attendre maintenant que vous présentiez un projet de loi qui finalement est très proche sur ce point, et je m'en réjouis d'ailleurs,
des dispositions que nous avions proposées. Alors, la première question que je veux vous poser, c'est pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour régler des problèmes qui finalement n'étaient pas si compliqués à régler, et pourquoi, dans un contexte dont je dois dire qu'il m'avait semblé comprendre qu'il était, sur le plan politique, très ouvert, le travail du Sénat n'a-t-il pas eu les conséquences qu'on était en droit d'espérer, si c'est pour arriver aux mêmes conclusions que nous? La deuxième question que je veux vous poser est une question d'actualité. Je voudrais la formuler sous l'angle le plus technique possible. Nous avons été tous très choqués de l'agression dont le président de la République a fait l'objet hier. On frémit à l'idée de ce qui aurait pu se passer s'il s'était agi d'un acte terroriste. Est-ce que, comme on dit dans ce métier, le débriefing a eu lieu entre les responsables du service de la sécurité présidentielle? Est-ce qu'on a observé des lacunes? Je ne crois pas d'ailleurs, pour ce que j'ai pu voir en images, mais il me paraît tout à fait essentiel à tout le moins que face à ce type d'événement, il s'agit tout de même de la sécurité du président de la 5e puissance du monde, dans un univers qui est fortement marqué par l'insécurité. Est-ce qu'une évaluation a été faite et pourrons-nous connaître les résultats de cette évaluation? Merci, Monsieur Bas. Madame Goulet, qui est en visioconférence, je crois. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis sur plusieurs supports parce qu'il y en a un où je vous vois et l'autre où je vous entends. Mais ça, c'est les joies de l'Orne. Donc oui, moi je voulais poser une question sur la sécurité des stockages, puisqu'il y aura un certain nombre de données qui vont être stockées. Comment est-ce qu'on garantit la protection du stockage? Et la seconde question qui avait été posée aussi lors de la loi de 2015, c'était la production des algorithmes. Est-ce qu'on a une bonne formation? Est-ce qu'on a suffisamment de personnes compétentes pour cette formation d'algorithmes franco-français? Comment se passe la formation? Et la troisième chose, puisque dans les délais qui permettent de maintenir, d'avoir des délais plus longs de conservation, il y a la question des traductions et notamment des langues rares. Et donc, je voulais savoir comment se faisait le recrutement, selon quels critères et si cela posait une difficulté. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Goulet. Monsieur Jean-Yves Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, plusieurs questions. L'étude d'impact met en évidence le nombre de MICAS et de mesures administratives, le nombre de fois où elles ont été utilisées au cours des dernières années. Mais finalement, on se rend compte que au-delà du nombre, il y a eu assez peu de judiciarisation dans le cas des MICAS. Et c'est assez étonnant finalement de voir combien le gouvernement continue à s'appuyer sur des mesures administratives plutôt que d'essayer de trouver éventuellement en créant de nouvelles infractions. Je pense en particulier à la collection d'images à vocation de propagande ou de formation terroriste. Continue à rentrer à utiliser finalement des mesures administratives dont on ne conteste pas l'utilité éventuelle, mais finalement sans que ça ait toujours des conséquences en matière judiciaire. Deuxièmement, les auditions montrent qu'il y a quand même un réel problème de conjugaison pour des personnes qui sont sortant de prison entre les mesures judiciaires ou de suivi et les MICAS éventuelles qui leur sont appliquées. Il semble que le projet de loi ne répond pas à cette interrogation de cohérence entre les mesures administratives et les mesures judiciaires. Comment pouvons-nous mieux traiter cela ? Sur les questions de renseignement. Des choses nouvelles arrivent compte tenu des évolutions technologiques et il serait logique que les nouvelles possibilités qui vont être données soient des possibilités qui soient contrôlées dans le temps. Mais à ce stade, j'aurais deux questions et en particulier sur les décisions de la CEDH et de la CJUE. Sur ce qui est de la CJUE, considérez-vous que
la manière dont les choses sont traitées dans l'article 15 ont leur place dans ce projet de loi, alors que ça touche l'institution judiciaire. On aimerait entendre, compte tenu de ce que nous avons entendu hier de la part des procureurs, le ministre de la Justice nous indiquer et nous expliquer pourquoi les choses doivent se passer de cette manière-là. Nous avons l'impression que ça se fait dans l'improvisation, pas nécessairement dans le respect de la séparation des pouvoirs et sans réelle maîtrise de la manière dont nos partenaires européens, qui sont soumis aux mêmes conditions de la CJUE, traitent ce problème des écoutes judiciaires. Donc en tout cas, moi je suis assez étonné de voir que ça arrive dans ce projet de loi, alors qu'on a un projet de loi sur la confiance dans l'institution judiciaire porté par le garde des Sceaux, et sans vraiment avoir une idée de la manière dont les mêmes contraintes qui s'appliquent à tous nos partenaires européens sont traitées dans les autres pays européens. Et enfin, aussi étonné qu'un projet de loi qui nous arrive aujourd'hui ne puisse pas prendre en compte l'ensemble des exigences de la CEDH qui ont été rappelées dans un récent arrêt. Merci, Monsieur le Comte. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Monsieur le Président, ma question portera exclusivement sur l'article 19 et sur la question des archives. En effet, nous avons déjà eu l'occasion de légiférer sur les archives. Je veux citer la loi de 1979 et aussi la loi de 2008. Et ces lois, finalement, donnent assez satisfaction à l'ensemble de la communauté scientifique, des historiens, des archivistes, des gens qui travaillent sur ces questions. Et vous avez été saisie, Madame la Ministre, d'un certain nombre de remarques, de tribunes publiées à ce sujet. Alors, très précisément, je voulais vous demander, comme à l'Assemblée nationale, il s'est avéré, en dépit des amendements présentés par une grande diversité de groupes, il n'est pas apparu possible de changer le moindre mot à cet article 19. Donc je voulais vous demander s'il y avait, ce que j'espère du côté du gouvernement, une certaine ouverture à ce sujet. Et plus précisément, s'agissant de la linéa numéro 3 de l'article 19, vous savez que le droit commun, c'est qu'au bout de 50 ans, un document est communicable. Vous écrivez, enfin il est écrit dans l'article 19 alinéa 5 plutôt que 3, ce délai est prolongé pour les documents visés, etc. Mais sans aucune limite. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est prolongé pendant 1000 ans. Donc, est-ce qu'il ne vous paraîtrait pas sage de préciser que, par exception, ça peut être prolongé au-delà de 50 ans, mais pas de manière indéterminée? Deuxièmement, il y a la question du caractère opérationnel d'un certain nombre de dispositifs. Le pouvoir exécutif étant seul juge du caractère opérationnel, dans ce cas-là, on pourra opposer aux chercheurs que le caractère opérationnel de telle ou telle méthode, dispositif, instrument est toujours en cours. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, et je comprends qu'il y a des questions de responsabilité là-dessus, pour la sécurité, de préciser qu'il s'agit de circonstances où, pour la sécurité nationale, on peut déroger. Parce que sans cela, c'est tellement vague que finalement, ça restreint beaucoup les capacités d'avoir accès aux documents. De la même manière, je voulais vous demander à propos de l'alinéa numéro 9, s'il vous paraissait possible d'inscrire dans la loi ce qui a été dit par l'une de vos collègues ministres à l'Assemblée nationale s'agissant des services de renseignement. Il est précisé dans l'alinéa numéro 9 certains services de renseignement. Ce mot « certain » est un peu vague. Et la ministre a précisé qu'il s'agissait des services qui ont essentiellement pour charge le renseignement. Peut-être serait-il opportun de préciser les choses. Enfin,
je sais qu'un amendement a été présenté à l'Assemblée nationale qui n'a pas été adopté, qui me paraît intéressant. Vous savez que quand on cherche à obtenir un document, on peut s'adresser à la CADA. Très bien. Qui répond. Mais une fois que la CADA vous a donné raison, il faut saisir le juge administratif. Et ça prend beaucoup de temps pour obtenir que ça prend des années quelquefois. Et donc il y avait l'idée que ce puisse être saisi en référé de la juridiction administrative. Je voulais savoir quel était votre sentiment sur ces sujets et si vous étiez ouvert à une évolution de ce texte. Je le redis, et excusez-moi Monsieur le Président, je ne veux pas être long, mais afin d'assurer un bon équilibre entre les recherches, la nécessité de la recherche scientifique et de l'histoire, et bien entendu la préservation d'un certain nombre d'intérêts et le fait de lutter contre certaines menaces qui me paraissent tout à fait dignes, bien entendu, d'être prises en considération. Merci, Monsieur Sueur. Madame Assassi, qui est en visio également. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre et chers collègues. Je vais être relativement brève, mais poser une question à laquelle j'espère avoir une réponse de la part de Madame la Ministre. Quoi qu'on pense des MICAS, je crois que notre rapporteur, M. Daubresse, a bien résumé la problématique à laquelle nous sommes confrontés avec la décision du Conseil constitutionnel et le risque de censure de l'article 3 tel qu'il est rédigé. Donc, au-delà des propositions qu'a faites Monsieur le rapporteur et sur lesquelles il peut y avoir un débat, j'aimerais savoir, Madame la Ministre, si le gouvernement a envisagé des alternatives pour sortir justement de cette problématique de censure du Conseil constitutionnel. Et je voulais intervenir aussi sur l'article 19. C'est un article effectivement pour lequel nous sommes beaucoup sollicités par des collectifs très divers qui font un certain nombre de propositions qui effectivement ne semblent pas recevoir l'oreille ou l'assentiment plus exactement du gouvernement. Donc moi je rejoins ici les remarques et les questions que vous a posées notre collègue Jean-Pierre Sueur. Et sachez bien, Madame la Ministre, que nous sommes vraiment sollicités par une diversité d'associations qui travaillent sur les archives. Et donc, ce n'est pas du tout les propositions qu'ils émettent ne sont pas du tout des propositions partisanes, mais qui, je pense, posent justement les bonnes questions et malheureusement ne trouvent pas les bonnes réponses. Merci. Merci, Madame Assassi, Madame la Présidente. Dernière intervention, Monsieur Hay. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je serai très très bref. Juste une précision par rapport au terme de sous le contrôle global du numérique. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle donc la surveillance par algorithme dont vous avez parlé tout à l'heure. Je n'y reviens pas. Et je vous remercie d'aller dans le sens et d'avoir poussé l'expérimentation puisqu'on peut s'apercevoir aujourd'hui qu'elle est utile et qu'elle fonctionne sur le terrain. Et elle est utile sur le domaine du curatif essentiellement, puisque vous savez qu'on surveille en temps réel, plus ou moins, des comportements qui pourraient s'avérer anormaux. J'aimerais compléter, et peut-être que le texte ne va pas assez loin sur ce sujet-là, sur le recoupement de fichiers qui, lui, a un vrai sens sur le domaine préventif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ancien élu de terrain que je suis, nous sommes assez invisibles, enfin nous sommes assez aveugles sur un certain nombre de personnes, de ce qu'on appelle les personnes invisibles. C'est-à-dire qu'elles n'apparaissent sur aucun fichier, elles n'apparaissent ni sur l'éducation nationale, ni sur l'état civil, ni sur aucun fichier. Et on sait pertinemment que le recoupement de fichiers est assez efficace pour aider nos forces de l'ordre ou le renseignement. J'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus pour savoir si c'est pas le moment, à partir du moment où c'est encadré par la CNIL, ça répond à la loi informatique et liberté, s'il n'y avait pas une possibilité d'aller un peu sur ce domaine-là. Merci. Merci. Bien, la série de questions est terminée, Madame la Ministre. On vous donne tout de suite la parole. Avec plaisir, Monsieur le Président. De très très nombreuses questions sur beaucoup de sujets différents. Je vais tâcher de répondre à toutes et à tous. Si par avance j'omettais l'une des réponses, je suis évidemment à votre disposition dans la suite de l'audition et puis ensuite par écrit ainsi que le ministre de l'Intérieur. Mais je sais qu'un certain nombre d'éléments écrits vous ont déjà été transmis à cet égard. Peut-être pour commencer, la question de Monsieur le sénateur Daubresse sur le prolongement des MICAS. Et je voudrais partager avec vous le
le fait qu'à notre humble avis, il s'agit vraiment d'une mesure nécessaire, puisque pour le moment, et vous le savez parfaitement bien, notre arsenal juridique ne permet de prolonger les MICAS au-delà de 12 mois que pour les personnes qui constituent une menace d'une particulière gravité. Et je voudrais partager avec vous le fait qu'entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2020, ce sont 15 mesures qui sont ainsi arrivées à échéance après avoir atteint la durée maximale et qui n'ont pas pu être renouvelées. Et ce, malgré le niveau de dangerosité des individus en faisant l'objet. Donc notre objectif, c'est vraiment, avec cette mesure, pouvoir préparer l'avenir, pouvoir permettre un suivi vraiment efficace de ces profils dangereux dont le nombre va croître, hélas, de manière conséquente au cours des prochaines années. On sait qu'il y a plusieurs détenus terroristes islamistes sunnites incarcérés dans les prisons françaises qui ont été ou qui seront prochainement libérés. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres. 45 en 2020, 64 en 2021, 47 en 2022 et 38 en 2023. Donc pour nous, c'est vraiment une mesure indispensable pour pouvoir contenir plus durablement la menace dont les individus sortant de détention sont porteurs et pour pouvoir maintenir un contrôle des services qui soit vraiment proportionné à leur niveau de dangerosité. Et la possible prolongation, elle se fonde vraiment sur la nature de la condamnation et sur le quantum de la condamnation. Ça me semble important et spécifique, et notamment avec le renouvellement subordonné à l'existence d'éléments nouveaux et d'éléments complémentaires. Et en matière de constitutionnalité, je reviendrai dans un instant. Sur l'article 6, je voudrais rappeler que le dialogue est très dense avec les ARS et qu'évidemment, il y a une implication de toutes et de tous et qu'il y a un changement de méthode qui est en cours, y compris au ministère des Solidarités et de la Santé et avec l'administration et dans le lien nécessaire entre les différents ministères, entre les différentes administrations, les différents services, et ce, y compris dans le domaine si sensible qui implique les questions de psychiatrie et dont on connaît bien les spécificités et les particularités pour chacun. Je voudrais évoquer la question des échanges entre les services de renseignement. Il me semble que c'est Madame la sénatrice Canaillet qui l'a évoqué, mais ça a été évoqué de nouveau ensuite. Et je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne les retours que nous avons de la part des différents services, on nous indique que les échanges entre services s'effectuent de manière sécurisée sur des réseaux qui sont classifiés et qui sont sécurisés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et je préciserai tout à l'heure ce que nous entendons par le mot certain. Et sur la transmission, je veux rappeler que la mesure en particulier, elle vise vraiment à mieux cadrer le partage des renseignements justement entre services. Et donc l'idée pour nous, ça n'est pas d'ouvrir des capacités ou des droits nouveaux, je tiens vraiment à le préciser, mais au contraire d'encadrer une pratique qui est permanente et qui nous semble être nécessaire, avec des grands objectifs. D'abord, clarifier la possibilité pour un service de renseignement de pouvoir utiliser les données qui auraient été collectées par le biais d'une technique de renseignement à d'autres fins que celles pour lesquelles elles auraient été collectées, de fluidifier, de mieux encadrer ces transmissions de renseignements entre services. Une fois collectés, si les renseignements s'avèrent utiles à d'autres services, les intérêts fondamentaux de la nation peuvent justifier, voire même commander, la transmission de ces renseignements à d'autres services. D'encadrer les conditions dans lesquelles les services de renseignement peuvent justement se voir communiquer ces informations par d'autres identités publiques. C'est déjà prévu par la loi de 2015, mais nous souhaitons préciser les informations concernées, les finalités au titre desquelles cette transmission est possible au regard des exigences du Conseil constitutionnel. C'est un préalable, évidemment. Avec des garanties importantes, les conditions procédurales renforcées préalablement à toute transmission de renseignement à un autre service, la transmission d'un renseignement qui est sans impact sur sa durée de conservation, qui reste enserré dans les mêmes contraintes, et les échanges de renseignements qui sont placés sous le contrôle étroit de la CNCTR. Je voudrais répondre à la question qui m'a été posée par Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Bas, sur l'incident et l'agression dont a été victime le Président de la République. Je ne peux que vous renvoyer à l'enquête judiciaire en cours. Vous savez qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, je ne suis pas habilitée à communiquer sur cette enquête qui est en cours, et donc je n'ai pas d'éléments à vous partager ici aujourd'hui sur ce sujet-là. Pour répondre... Pardon ? Pour répondre à la question de Madame la sénatrice Goulet, notamment sur les questions autour de la technique de l'algorithme et notamment de sa pérennisation, puisque c'est la question qui a été posée plus particulièrement. Vous savez que cette technique, elle vise à détecter une menace de manière précoce en mettant en évidence les différents comportements téléphoniques, numériques, caractéristiques d'organisation ou de cellules terroristes, notamment avec ce qui a pu être consulté. Et donc notre projet de loi, il prévoit tout simplement d'étendre le champ d'application aux données URL,
cela a été précisé. Et la technique, elle a déjà démontré son efficacité. C'est ce que nous disent les services de renseignement et son intérêt opérationnel dans la question de la lutte contre le terrorisme. Il y a un bilan de la mise en œuvre au Parlement en 2020 qui démontre l'utilité du dispositif. D'ailleurs, cette technique, elle a permis l'arrestation de 3 personnes en 2020, et ce malgré l'absence totale d'ancrage ou d'appartenance de ces 3 personnes à aucun réseau d'ores et déjà identifié par ailleurs. Elle ne porte pas atteinte à la vie privée ni au secret des correspondances, je veux le dire clairement, parce que les algorithmes dont la mise en œuvre est limitée uniquement à la prévention des actes de terrorisme, eh bien, ils sont autorisés par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Nous avions eu ce débat d'ailleurs au Sénat en séance pour celles et ceux qui étaient présents. Et de plus, le projet de loi, il apporte de nouvelles garanties à la procédure d'autorisation préalable des techniques de renseignement, puisque la CNCTR sera dotée d'un avis contraignant. Donc le Premier ministre ne pourra pas passer outre un avis défavorable, sauf décision contraire du juge administratif. Et les conditions de fonctionnement de l'algorithme, elles sont très strictement encadrées. Il ne porte pas sur les contenus des échanges, mais seulement sur les données de connexion qui contiennent ces communications-là. Donc les algorithmes, ils ne se fondent pas sur l'identité des personnes. Ils lèvent automatiquement l'alerte lorsqu'une liste précise de conditions uniquement techniques est à ce moment-là remplie. Et donc sur l'extension, je voudrais dire que l'extension qui est proposée ne bouleverse pas le dispositif des algorithmes, ni l'équilibre d'ailleurs auquel le législateur était parvenu en 2015, puisque les URL peuvent donner des informations sur les pages auxquelles il est accédé, mais elles ne donnent en revanche pas elles-mêmes aucune indication précise sur le contenu de l'information qui est consultée par le biais de cette URL. Donc dès lors, elles peuvent vraiment être assimilées à du contenu de correspondance, et cette extension, elle s'accompagne là aussi de garanties sur lesquelles je ne reviens pas, chacun les connaît. Il nous a été... J'ai été interrogée sur la question de l'article 15 et notamment sur la criminalité grave, et je voudrais vous renvoyer à l'arrêt du Conseil d'État qui a estimé que l'article préliminaire du Code de procédure pénale posait les principes justement de proportionnalité des minutes d'investigation par rapport au respect de la vie privée, et donc ça permettait aux autorités de pouvoir apprécier au cas par cas si ce fait était grave ou non, et je crois que l'article 15 est efficace en tout cas vis-à-vis de ce qui est demandé à cet égard. En ce qui concerne l'article 5, je voudrais dire que la mesure de sûreté plus complète, elle nous semblerait au contraire là devenir contre-productive et peut-être poser un problème également constitutionnel. En tout cas, l'article 5 tel que nous l'avons rédigé, tel que nous le proposons, nous semble faire apparaître un équilibre pour l'efficacité au regard de ce qui nous est transmis, notamment par les services de renseignement. Il me semble d'ailleurs que la question a été posée et que des réponses ont été apportées lors des auditions précédentes auxquelles je faisais référence. Peut-être apporter quelques éléments de précision et quelques exemples sur la question des MICAS, puisque le sujet est revenu à plusieurs reprises, et je voudrais dire que parmi les judiciarisations importantes qui ont été engagées récemment, notamment après la réalisation d'une visite domiciliaire, pourrait être mentionné, je vais vous donner quelques cas précis. En novembre 2020, une visite domiciliaire menée dans l'est de la France qui a permis de découvrir au domicile de l'intéressé une arme de poing ainsi que des munitions qui ont amené à l'ouverture d'une enquête en flagrance pour détention d'armes et à condamnation de l'intéressé à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Et l'exploitation des supports saisis pendant la visite ont également permis de confirmer son ancrage dans la mouvance djihadiste et sa volonté de commettre une action violente, et ça a conduit le PNAT à ouvrir une enquête pour AMT qui a été confiée d'ores et déjà à la DGSI. Et l'interpellation en mars dernier d'un jeune homme à Marseille, mis en examen pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes à l'issue d'une visite domiciliaire conduite par les services de la DGSI et qui a permis de confirmer les soupçons du service grâce à la découverte notamment d'une large documentation, entre guillemets, qui faisait la promotion des thèses de l'État islamiste et de son projet de commettre une action violente. Je pense que ça nous démontre à quel point ces exemples-là peuvent être différents de ceux sur lesquels étaient fondés les précédents recours. Monsieur le sénateur Sueur, Monsieur le Président, vous m'avez interrogé sur la question de l'accès notamment aux archives publiques, et je voudrais vous donner quelques éléments sur ce sujet-là et également peut-être sur la sécurité des stockages. Je veux dire que cette mesure, elle vise à donner sa pleine effectivité au principe de libre
communicabilité des archives. Et donc tout document classifié pourra automatiquement être communiqué sans qu'aucune formalité complémentaire ne soit nécessaire, à l'exception bien sûr des documents peu nombreux, classifiés ou non, et perpétuellement incommunicables en l'application de la loi. Donc le champ des archives qui intéresse la défense nationale, il présente évidemment un intérêt croissant dans le contexte que nous sommes en train de traverser, notamment pour la recherche et ce qu'elle concerne les forces armées, les services de renseignement, les différentes administrations qui y concourent, le secret de la défense nationale qui contribue à l'exigence constitutionnelle de protection des intérêts fondamentaux de la nation, qui soit donc, dans le cas des archives, être concilié avec l'impératif constitutionnel de droit à l'accès, de droit d'accès aux archives publiques. Et donc c'est une ligne de crête et le projet de loi propose de rendre les documents classifiés automatiquement communicables à compter de leur délai de communicabilité, donc 50 ou 100 ans, comme vous le savez, selon les cas, sans pour autant que ne soit mise en œuvre une procédure préalable de déclassification. Il y aurait des exceptions qui seraient ménagées pour garantir la protection des documents qui présentent une sensibilité particulière. Je pense notamment aux documents relatifs aux procédures opérationnelles, aux capacités techniques des services de renseignement. Bien sûr, on ne peut les communiquer qu'à compter de la perte de leur valeur opérationnelle pour des raisons évidentes que chacun comprendra. Sur la question de la sécurité du stockage, et peut-être pour répondre au sens du mot « certain » que nous avons décidé d'utiliser, je veux dire que les réseaux classifiés qui sont sécurisés par l'ANSSI et qui sont placés sous son contrôle étroit au sein des services de renseignement le sont aussi au sein du GIC, qui est une autorité indépendante, comme chacun le sait, et donc il y a cette autorité indépendante qui coiffe l'organisation et qui sont sous ce contrôle permanent de l'ANSSI, et ce qui est efficace, et me semble-t-il une garantie, et même une double garantie finalement sur ce sujet-là. Et pour répondre sur l'article 19, je voudrais dire qu'il a fait l'objet d'une consultation vraiment étroite avec la communauté des historiens de la part du ministre de l'Intérieur quand il a préparé ce projet de loi. Et donc la rédaction qui est proposée par le ministre de l'Intérieur, c'est un équilibre qui a reçu l'assentiment de ces associations. Et je crois qu'évidemment, il y a une prudence. Depuis cet équilibre-là dont vous parlez, sont venus nous voir. Alors écoutez, moi, ce que j'ai comme élément à partager avec vous aujourd'hui, je vous le dis en toute humilité, c'est que le ministre de l'Intérieur a pu échanger avec ces associations et que c'est un équilibre qui a été trouvé dans le cadre d'une large consultation qui est menée avec ces associations d'historiens. Et donc nous, on recommande de toucher avec prudence dans la mesure où nous, les informations dont je dispose en tout cas, c'est que ces associations donnent leur assentiment pour cette ligne de crête. Après, moi, je ne mets pas du tout votre parole en doute, je ne me permettrai pas, mais je vous donne les éléments dont je dispose à ce stade. Et si vous le souhaitez, je suis prête à aller chercher d'autres éléments et confirmations pour revenir vers vous, moi-même ou le ministre de l'Intérieur, à la suite de l'audition, bien sûr, monsieur le sénateur. Et bien voilà. Merci Madame la Ministre, mais j'ai deux nouvelles demandes de parole. Madame Canaillet, puis ensuite Monsieur Bas. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Juste une petite question très simple et complémentaire. Quand le gouvernement va-t-il remettre le rapport sur l'évaluation des algorithmes prévus par la loi de 2015 ? C'est une très bonne question. Monsieur Bas, peut-être, puis ensuite... Oui. Madame la Ministre, nous connaissons bien au Sénat la séparation des pouvoirs, et d'ailleurs nous la pratiquons et nous la revendiquons. Je voudrais à mon tour vous dire que s'agissant de la justice, et Dieu sait combien nous respectons ses prérogatives, son rôle est de rechercher les auteurs d'une infraction, de les poursuivre et, le cas échéant, de les sanctionner. Et là-dessus, vous ne verrez jamais le Sénat empiéter sur ses prérogatives. Au contraire, nous passons notre temps, dans diverses propositions ou projets de loi, à les défendre. C'est notre rôle. La séparation des pouvoirs implique aussi que quand il s'agit d'apprécier le fonctionnement d'un service public, la justice ne se prononce pas. Elle ne se prononce pas parce que cela relève en interne des inspections des services et des ministres eux-mêmes. Et cela relève en externe du contrôle parlementaire. Aussi bien, quand je vous pose la question
de savoir si une évaluation a été faite sur la manière dont les services de sécurité ont protégé hier le chef de l'État. Je n'empiète nullement sur les prérogatives de la justice. Je me borne à contribuer à l'exercice d'une mission qui est celle du Parlement, prévue par l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la Constitution de 1958 elle-même. Vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre à ma question. Moi, je trouvais que c'était une question importante. Si vous pensez que, lors d'un tel événement, il n'y a pas lieu d'évaluer les risques auxquels le président de la République peut être confronté et la manière dont la réponse apportée à ces risques doit évoluer en fonction de leur évolution, c'est votre droit le plus strict. Et si vous préférez ne pas répondre aujourd'hui, mais que tout de même vous constatez que c'est un enjeu d'intérêt national important, il vous est également loisible de me répondre ultérieurement. L'important pour nous est tout de même de pouvoir vérifier que cette préoccupation est bien partagée par le pouvoir exécutif. Oui, vous pouvez répondre, mais il y a M. Richard qui a encore une question. Très bien. Non, je vais juste répondre à cette question, puisque je vois bien la question qui est posée, mais comme je vous l'ai dit, je vous ai répondu en deux temps, monsieur le sénateur. Je vous ai dit dans un premier temps, en ce qui concerne les faits en eux-mêmes, eh bien, c'est à la justice de communiquer. Et moi, je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas en charge de l'enquête. Et je n'ai pas d'éléments à vous communiquer, d'une part, et puis d'autre part, vous me posez la question de savoir si je partage la préoccupation que la sécurité du président de la République soit assurée. Ai-je vraiment besoin de vous répondre ? Je pense que cela... Oui, alors oui, monsieur le sénateur, je partage la préoccupation et je souhaite que la sécurité du président de la République soit bien assurée. Je suis... Non, mais pardon, mais personne... Bien sûr, personne ne peut penser une seconde que je ne partage pas cette préoccupation. Je suis une humble ministre déléguée chargée de la citoyenneté qui vient vous répondre à cette audition au pied levé sur la question de la loi SILT. Il ne m'appartient pas de prendre en charge l'évaluation du service sécurité de l'Élysée. Il y a une séparation des pouvoirs, mais également, il n'appartient pas à la ministre déléguée chargée de la citoyenneté de se rendre à l'Élysée et de mener une inspection sur la manière dont la sécurité du président de la République est conduite. Et même, quand bien même, il ne m'appartient même pas, me semble-t-il, son avis personnel, monsieur le sénateur, quand bien même je disposerai d'informations, ce qui n'est pas le cas, il ne me semble pas qu'il m'appartienne ici, en audition sur la loi SILT, de vous faire un compte-rendu ou de partager avec vous les éléments sur la sécurité du président de la République. Je n'ai pas d'éléments, je ne suis pas fondée ni qualifiée pour aller chercher ces éléments et ni non plus pour les partager avec vous. Je crois pouvoir dire... Absolument, monsieur le sénateur, mais on peut avoir cette joute verbale si vous le souhaitez et empiéter sur l'audition de la loi SILT. Je sais que vous en êtes friand et doué et talentueux pour cela, mais je suis une humble ministre déléguée qui vient répondre à votre question sur la loi SILT dans le cadre de l'audition, et même en tant que ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, si éminente cette fonction soit-elle, une fois encore, il ne m'appartient pas de gérer la sécurité du président de la République. Je crois, madame la ministre, que le souci de la commission, du sénateur Bas, mais des collègues, naturellement, au-delà de l'acte qui s'est produit hier, qui est parfaitement condamnable, contestable et inacceptable, il y a le souci de savoir, peut-être pas aujourd'hui, bien sûr, comment les services de sécurité ont réagi face à cette situation, non pas en direct, mais ensuite, est-ce qu'il y a eu à un moment une analyse, est-ce qu'il y aura une analyse qui sera faite pour assurer une meilleure protection du président de la République dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui, où on sait très bien que la spontanéité des uns ou des autres, il n'est pas le premier à aller serrer les mains de nos concitoyens, parce qu'on comprend bien que c'est naturel, mais comment les services de sécurité du président s'adaptent à ces attitudes, à ces comportements. C'est ça l'enjeu qui nous intéresse. Donc qui intéresse la Commission au sens large. Donc il y aura sans doute l'occasion d'avoir ces éléments de réponse, nous l'espérons bien. Je crois que ça ne va pas plus loin, la question. Je vais bien vous répondre, monsieur le président de la Commission.
avec tous les éléments dont je dispose et plus exactement les éléments dont je ne dispose pas. C'est-à-dire moi je viens là vous répondre dans le cadre d'une audition sur le PJL, sur le renseignement. Si peut-être vous m'aviez dit avant mon arrivée, nous souhaitons vous interroger sur ce sujet et pouvez-vous vous procurer des éléments et nous répondre sur ce sujet, peut-être que j'aurais pu faire, peut-être pas. Je ne dis pas que ça aurait été le cas, mais peut-être aurais-je pu m'interroger sur ce sujet. Mais je ne suis pas venue là pour faire le procès des services de sécurité du président de la République, ni des méthodes des uns et des autres, et je n'ai pas d'avis, je vous le dis, je pense que je suis réputée pour être quelqu'un qui a beaucoup d'avis sur beaucoup de choses et qui n'a pas peur de les donner. En l'espèce, je vous le dis humblement, je n'ai pas d'avis sur la manière dont les services de sécurité mènent leur travail. Je suis persuadée qu'ils font de leur mieux, et j'observe qu'ils ont immédiatement, dans ce cas-là, isolé l'individu, protégé le président de la République dans des conditions qui, chacun le sait, beaucoup autour de cette table, par définition, exercent des responsabilités importantes et se sont parfois retrouvés dans ces situations de bain de foule. On sait très bien que ce sont des situations extraordinairement sensibles et difficiles. Et donc je déplore de ne pas pouvoir, monsieur le sénateur, répondre à votre question. Je le souhaiterais, mais je ne suis pas en capacité de vous répondre. Je vais être très clair avec vous. Je ne vous demande pas de réponse immédiate, mais c'était pour traduire la question et l'intérêt de la Commission à l'égard des conditions de sécurité du président de la République, une fois de plus quel qu'il soit, et qu'à un moment ou à un autre, on aimerait avoir la réponse. Voilà, pas si elle n'est pas aujourd'hui, on comprend bien votre comportement, votre réponse aujourd'hui, c'est naturel, mais qu'on le sache. Monsieur Richard. Moi, je voulais simplement prolonger un peu l'échange avec la ministre sur l'affaire de la prolongation des mesures individuelles de contrôle administratif. C'est-à-dire qu'à la question de l'interrogation de notre collègue Marc-Philippe Daubresse, vous dites ces mesures sont vraiment nécessaires, avec des arguments qui renforcent un élément du raisonnement constitutionnel, à savoir la mission ou l'objectif de nature constitutionnelle de prévention des actes de criminalité. Mais sur les motifs, le motif final qu'a retenu le Conseil constitutionnel pour écarter la prolongation de ces mesures au-delà d'un an, c'est-à-dire le fait que, quelle que soit la gravité du danger identifié, la prolongation de ces mesures à caractère administratif, sans contrôle judiciaire, ne pouvait pas se développer au-delà d'une année. Il me semble que votre réponse n'a pas été complète et que le risque que nous trouvions en ayant par solidarité ou par loyauté soutenu cette mesure proposée par le gouvernement et, si je me rappelle bien, fortement déconseillée par le Conseil d'État, après l'adoption définitive de la loi, le risque de se retrouver avec une réitération par le Conseil constitutionnel de sa décision négative mérite une évaluation plus profonde, me semble-t-il. Merci, monsieur Richard. Je compléterai l'intervention du sénateur Richard par le fait que c'est la raison pour laquelle nous avons, il y a quelques jours, voté un texte qui assure l'équilibre entre les deux. Entre d'une part la mesure administrative que l'on comprend parfaitement, que l'on partage, mais qui est naturellement, j'allais dire, limitée dans le temps, et la mesure judiciaire qui vient prendre le relais, encadrée selon les consignes ou les conseils du Conseil constitutionnel. Absolument. Et qui nous permet d'avoir des mesures pour les peines de moins de 3 ans, ou jusqu'à 3 ans, ou des mesures jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 5 ans, sans rentrer dans le détail. Et ce texte, je le crois, serait utile, à mon avis, dans le texte actuel. En tous les cas, pourrait contribuer à sécuriser l'ensemble et en toute hypothèse à accompagner le gouvernement, si je puis dire, dans l'objectif qui est partagé ici, qui est incontestablement, qui est le fait qu'un détenu qui exécute pour terrorisme, qui a exécuté sa peine,
ne reparte pas, n'est pas remis en liberté sans qu'on ait le moyen, dès lors qu'on a déterminé qu'il était dangereux, pouvait encore être dangereux, dès lors qu'on puisse le contrôler et le surveiller, considérant que l'idéologie n'attend pas la fin de la peine ou l'exécution de la peine pour se continuer éventuellement. Donc c'est vraiment ça le sujet. Je ne sais pas, Madame je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai entre-temps l'une des réponses, non pas à la question relative à l'Élysée, mais sur la question relative au rapport. Voilà. Et donc, le rapport officiel, me dit-on, sera remis d'ici le 30 juin, dans les jours à venir. Et il y a une mise à disposition permanente vis-à-vis du Parlement. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait. C'est le jour de fin de nos débats. Donc, exactement. On aura terminé nos travaux. Absolument. Merci, Madame la Sénatrice. Peut-être pour... Je peux poursuivre les réponses, Monsieur le Président ? Très bien, merci beaucoup. Là-dessus, moi, je voudrais partager avec vous le fait que sur la constitutionnalité de la MIGAS à 2 ans, je voudrais vraiment rappeler, et j'essayais de le dire tout à l'heure, peut-être n'ai-je pas été claire ou insuffisamment, que la population visée est différente de celle prise en compte par le Conseil en 2018. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je partageais avec vous les quelques exemples concrets précédemment que nous avions remontés de la part des services pour montrer que ce ne sont pas les mêmes cas que ceux qui avaient été pris en compte à l'époque. Et donc nous avons voulu tenir compte des remarques qui ont été formulées par le Conseil d'État et c'est pourquoi le gouvernement et singulièrement le ministre de l'Intérieur a voulu limiter l'allongement au seul MIGAS prononcé dans les 6 mois suivant la sortie de détention. Et donc l'avis qui était donné, c'était de dire en 3e lieu, le législateur a limité la durée de la mesure prévue à l'article L228-2 parce qu'elle ne peut être initialement prononcée ou renouvelée que pour une durée maximale de 3 mois, mais son renouvellement fait l'objet d'une décision motivée. Au-delà d'une durée cumulée de 6 mois, chaque renouvellement est subordonné à la production par le ministre de l'Intérieur d'éléments nouveaux ou complémentaires et la durée totale cumulée de ces obligations ne peut excéder 12 mois, mais compte tenu de sa rigueur, la mesure prévue par les dispositions contestées ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder de manière continue ou non une durée totale cumulée de 12 mois. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas écrit dans son avis quelle que soit la gravité. Je pense que c'était important d'avoir ces éléments-là pour que chacun puisse se faire un avis. Merci, Madame. Monsieur Daubresse. Je suis obligé de réagir à ça, Madame la Ministre, parce que le texte de la QPC, enfin de la décision, c'est « Compte tenu de sa rigueur, une MICAS ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder de manière continue ou non une durée totale cumulée de 12 mois. » Et dans le commentaire de cette décision, il y a plusieurs alinéas, il dit « D'autre part, entre guillemets, pas moi qui l'invente. Le Conseil souligne que, quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace. » Autrement dit, en 2018, parce que j'entends bien, j'ai eu ce débat avec vos services, en 2018, il insiste sur le fait que, quelle que soit la gravité, or vous nous répondez, ok, on comprend ce que vous nous dites, mais nous, on cible des individus, mais on partage votre diagnostic, particulièrement dangereux. Comme c'est d'une extrême gravité, nous pensons que le Conseil constitutionnel va ne pas censurer excusez-moi de vous dire, que et vous savez que le Sénat est très sourcilleux sur toutes ces choses-là, nous pensons, à contrario, qu'il va le censurer, ou alors il va changer sa jurisprudence. Ce qui serait assez étonnant compte tenu des décisions récentes. Donc, je vous dis juste, Madame la Ministre, à supposer même que nous votions votre article 3 tel quel et qu'on ait un vote conforme, vous risquez une censure de tout l'article. Alors qu'il y a dans cet article 3 sur l'extension des choses tout à fait intéressantes que nous soutenons, bien sûr. Donc, on ne dit pas ça pour mettre en difficulté le gouvernement. On dit ça parce qu'on partage votre préoccupation finale et d'efficacité. Et c'est la raison pour laquelle le président Buffet a élaboré cette proposition de loi sur les mesures de sûreté avec un spectre plus large et une vision d'ensemblier, parce que justement, si nous nous trouvions avec le texte du gouvernement et l'article 3 censuré, vous seriez, comme dit la fable de La Fontaine, fort démunis quand la décision sera venue. Voilà. Merci, Monsieur Daubresse. Oui, Madame la Ministre, bien sûr.
Merci, Monsieur le Président. D'abord, je n'ai évidemment aucun doute sur le fait que nous partageons tous et toutes ici, bien sûr, l'objectif. Je ne le mets pas du tout en question et ni sur la sincérité de votre argumentaire. J'aimerais de mon côté pouvoir vous convaincre sur ce qui a incité le ministre de l'Intérieur et le gouvernement à proposer cela. D'abord, ces individus, ils sont le haut du spectre, vous l'avez rappelé, et donc avec des objectifs suivis par les services de renseignement, des enjeux sécuritaires qui sont multiples, que je ne rappelle pas, chacun les a parfaitement bien en tête. Et donc moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en la matière, le commentaire qui a été évoqué est parfaitement exact et juste, mais nous considérons que le commentaire n'a pas valeur de décision et que seule la décision a valeur de force jugée. Il n'y a pas de jurisprudence dans un commentaire fait par le Conseil d'État. Et donc c'est une ligne de crête, monsieur le sénateur. Moi, je vais vous expliquer pour... Voilà, merci, Monsieur le Président. Je voudrais partager avec vous ce qui a procédé à notre raisonnement. Nous trouvons que pour ces profils qui ont une dangerosité vraiment élevée, la limite, elle peut se révéler inadaptée pour les individus au profil particulier qui sont souvent habitués à vivre avec des contraintes dures, qu'il s'agisse des conditions de vie sur zone, en combat ou en détention. Les obligations MICAS qui sont limitées à 12 mois, elles sont parfois pas de nature à avoir l'effet dissuasif attendu. Ça, ce sont les retours de terrain que nous avons et que je pense nous partageons. Et il y a un certain nombre de MICAS qui sont déjà arrivés à échéance, et je les évoquais tout à l'heure, 19 depuis 2017, alors même que les services sont en mesure de justifier la persistance de la menace qui est constituée par le comportement même actuel de ces individus qui sont concernés. Et donc à cela s'ajoute le fait que ces individus, ils font l'objet d'un suivi judiciaire très restreint et parfois, il faut bien le dire, chacun le sait, inexistants à leur sortie de détention. Et donc c'est vraiment pour répondre à ce constat qui est partagé. Je crois que le gouvernement a voulu proposer les deux mesures complémentaires. D'abord, l'allongement de la durée de la MICAS à 24 mois pour les sortants de détention. Et puis d'autre part, la création de la mesure de sûreté judiciaire orientée vers l'accompagnement et la réinsertion. Alors il y a deux raisons principales qui nous ont conduites à cela. J'espère ne pas être trop longue, mais je veux vraiment partager les éléments avec vous. D'une part, l'exigence de réactivité, parce que l'expérience a montré que les sorties de détention, elles sont parfois décidées quelques heures seulement avant la sortie. Ça ne place pas toujours l'autorité judiciaire en mesure de pouvoir prononcer une mesure judiciaire immédiatement, là où la MICAS peut être prise par le ministre de l'Intérieur en quelques heures seulement, et cela est démontré. Et puis d'autre part, la nécessité de sécuriser la MICAS telle que nous la pratiquons déjà actuellement, puisque le risque n'est pas nul. Si le législateur adoptait la mesure judiciaire qui présente une finalité et des obligations très similaires à celles de la MICAS, que les juges administratifs tant que les juges judiciaires, voire le Conseil constitutionnel, puisque c'est celui dont nous parlons, fasse de la mesure judiciaire une mesure exclusive de la MICAS. Et une telle solution pourrait risquer, à notre humble avis, de priver l'autorité administrative de la possibilité de prononcer parallèlement à la mesure judiciaire une MICAS, et ce, y compris dès la première année. Et nous pensons qu'il y a un risque d'aboutir à une situation qui serait paradoxale sur le plan opérationnel. C'est ce que nous disent en tout cas les acteurs de terrain, dans laquelle nous pourrions prendre une MICAS pour un condamné pour des faits de droit commun radicalisés, avec obligation de pointage quotidien, mais pas pour un condamné TIS qui, lui, ne pourrait être astreint qu'à des obligations moins intrusives, type 3 pointages par semaine dans la PPL que nous avons mentionné plus haut. Et sur le plan constitutionnel, pour apporter les réponses à la préoccupation que, bien sûr, nous partageons et qui est tout à fait naturelle et respectable et légitime, je voudrais rappeler que si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à 12 mois un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la MICAS, c'est tout à fait juste, il n'a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n'ayant pas été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme et celles ayant fait l'objet d'une condamnation. Il nous apparaît qu'il peut y avoir une différence, et donc dans ces conditions, il est apparu possible au gouvernement de porter la durée maximale des obligations qui relèvent de l'article L228-2 à 24 mois pour les sortants de prison condamnés pour des faits graves de terrorisme, et ce sans porter une atteinte excessive à la liberté d'aller et de venir au droit et au droit à la vie privée. Voilà en tout cas le raisonnement que nous avons conduit nous au ministère de l'Intérieur et qui nous conduit à penser que cela répond à l'exigence que nous partageons.